Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Deuxième émission consacrée à la formation des imams. La semaine dernière, avec nos deux invités, nous avions remonté jusqu'au premier temps de l'islam pour voir naître la fonction de l'imam et sa mission. Aujourd'hui, c'est la période contemporaine et les temps actuels qui nous intéressent, surtout que la France aujourd'hui connaît une problématique concernant la formation des imams et la communauté musulmane aussi souhaite se doter justement de personnel qualifié. Pour en parler, Tariq Abounour, vous êtes à la fois professeur, vous êtes théologien, juriste et vous êtes aussi imam. À côté de vous, le professeur Bernard Legras, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes bien sûr spécialiste aussi de toutes les questions qui renvoient à la question de la laïcité et la présence du fait religieux en France. Avant de revenir vers vous, regardez avec moi ce document. Le président du Conseil français du culte musulman nous dit un certain nombre de choses. Regardez. Depuis sa création, le Conseil français du culte musulman a inscrit la formation des imams au centre de ses préoccupations, ainsi que des priorités soumises au pouvoir public. Anouar Gbibech, président du CFCM, dresse un état des lieux sur la formation des cadres religieux aujourd'hui en France. Sur les 2500 mosquées de France, il y a à peu près 500 à 600 imams qui sont passés par un cursus digne de ce nom qui est bien identifié. Et puis il y a les 1800 autres mosquées dans lesquelles il y a des imams qui officient d'une manière ponctuelle, parfois occasionnelle. On parle même parfois d'imams itinérants qui vont d'une mosquée à une autre. Et globalement, par rapport à cette situation-là, il faut effectivement avoir un état des lieux précis de la formation qu'ont suivi ces imams occasionnels, de pouvoir également les accompagner. Parce qu'une fois qu'on a fait l'état des lieux, il faut pouvoir construire un plan d'action, voir comment le CFCM, avec l'aide des fédérations de mosquées, peut accompagner ces imams pour leur donner une formation initiale. Pour beaucoup, ils l'ont déjà, mais il faut avoir, je dirais, une formation unifiée, une connaissance unifiée entre l'ensemble des imams et qui permet également de les aider à comprendre le contexte dans lequel ils évoluent. Et donc, les défis auxquels les imams sont confrontés sont d'autant plus importants. Et donc, il faut pouvoir, entre guillemets, les armer sur le plan de la connaissance, à la fois sur le plan théologique, mais également la maîtrise du contexte français dans lequel ils évoluent pour qu'ils puissent assumer leurs fonctions et leur mission le plus convenablement possible. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sur le plan de la formation théologique, il y a effectivement 4-5 instituts de formation qui existent en France, qui sont reconnus, qui ont pignon sur rue. Bien sûr, il y a l'Institut Al-Razali qui est adossé à la Grande Mosquée de Paris. Il y a 2 instituts de formation des imams qui sont gérés par l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Il y en a un à Château-Chinon et l'autre à Saint-Denis en région parisienne. Il y a les musulmans d'origine turque à travers le CCMTF et le DITIB qui ont mis en place une université de formation des imams à Strasbourg. Et puis il y a le Rassemblement des musulmans de France qui est en train de construire un institut de formation ici en France. Donc ça sera dans l'Ouest, à Rennes. Et donc cet institut de formation ouvrira ses portes à la rentrée prochaine, au mois de septembre prochain. Donc il y a bien une offre de formation des imams ici en France sur le plan théologique. Et le rôle du CFCM, c'est d'essayer de capitaliser sur ces expériences-là et d'essayer d'harmoniser parfois, en collaboration bien sûr avec les responsables de ces instituts, d'essayer d'établir une sorte de cursus minimal, un noyau commun qui soit dispensé par chacun de ces instituts pour que lorsqu'un imam sort de tel ou tel institut, on soit assuré qu'il a eu le cursus minimal nécessaire pour pouvoir, je dirais, assumer totalement et dignement sa fonction. Donc ça, c'est le volet théologique. Après, il y a le volet formation profane, c'est la formation à la laïcité, à la connaissance des institutions françaises, à la connaissance de l'histoire des religions pour pouvoir initialiser un dialogue avec l'ensemble des cultes en France. Donc aujourd'hui, il y a une douzaine d'universités à travers toute la France qui administrent ce qu'on appelle le diplôme universitaire
laïcité et interculturalité. Et cette double formation, donc à la fois sur le plan théologique et sur le plan de la formation profane, permet à nos imams d'avoir les moyens d'agir efficacement et d'une manière tout à fait adaptée dans le contexte français. Alors, messieurs, vous avez regardé ce document. On ne peut que nous étonner préalablement du fait que la France, qui a une longue expérience historique avec le monde arabo-musulman, empire colonial, qui aujourd'hui soit confrontée à la formation de son personnel religieux. Comment vous l'expliquez, Bernard Legrain ? Eh bien, je crois qu'il faut l'expliquer par l'histoire de France. Effectivement, je suis historien, plus tourné vers l'Antiquité, mais passionné par le monde présent. Et effectivement, la France a un passé colonial qui est aussi un passé de sujétion, un passé de domination, mais c'est aussi un passé de découverte et d'échange. Et en effet, dans l'empire colonial français, défunt, il y avait une très forte proportion de musulmans. Et les Français, les colonisateurs, ont eu à connaître ces personnes appartenant à d'autres religions. Le problème se pose également pour la découverte de la communauté juive en Afrique du Nord. Donc il y a une connaissance très importante et l'université française a eu très tôt un intérêt pour l'islam, période médiévale, période moderne et période contemporaine. Alors bien entendu, les questions qui se posent aujourd'hui au présent sont des questions tout à fait nouvelles. Les États, les territoires musulmans ont pris leur indépendance et en même temps, une communauté musulmane importante, de plus en plus importante, s'est installée sur le sol français, en métropole, en Corse, et maintenant il faut vraiment vivre ensemble dans ce respect de la laïcité qui, on va y revenir évidemment abondamment, a été fixé par la loi, défini par la loi républicaine en 1905. Alors, la laïcité, c'est 1905, mais la France connaît le monde musulman bien avant 1905, et pourtant, toujours encore la question de cette difficulté à la France de pouvoir produire, former le personnel religieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, au-delà de l'aspect historique, aujourd'hui, on est dans un contexte très différent où la présence musulmane en France est devenue non pas temporaire, une immigration temporaire ou jetable, mais on est vraiment dans des citoyens musulmans français. Et donc, évidemment, ça change tout. Depuis les années, fin des années 90, il y a une demande religieuse très importante, une soif d'apprendre très importante de la part de nos jeunes, et en face, il y a un manque cruel d'informations et surtout d'informations fiables et authentiques. Alors, Bernard Legrain, tout à l'heure, vous avez, dans votre intervention, fait allusion à la loi de 1905, la loi de la séparation, promulguée en décembre 1905, qui interdit à l'État, tout simplement, de financer les cultes. Mais il y a quand même l'exception concordataire, l'Alsace et la Moselle. Pourquoi n'avons-nous pas, par l'État français, n'a-t-il pas imaginé une solution qui permet d'abord de respecter la loi de 1905 tout en permettant aux musulmans de s'autoter de leur personnel religieux ? Alors, en 1905, quand cette loi de séparation des églises et de l'État a été votée, a été adoptée, l'État a donc décidé de ne reconnaître aucun culte officiel. Donc c'est une loi, et il faut bien le comprendre, c'est une loi de liberté. Il s'agit de permettre à chacun de pratiquer son culte en toute liberté et sans aucune entrave. Alors donc je suis référent laïcité de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 42 000 étudiants, la plus grande université de sciences humaines de France, et donc notre souci à l'université, c'est de répondre aux besoins d'intégration nationale et à notre besoin de mission de service public. Pour la formation des responsables religieux, donner 3 dates. Premièrement, c'est le partenariat qui a été établi par la Grande Mosquée avec l'Institut catholique. Donc là, on est entre religieux. Il y a une deuxième étape, 2014, on est à Strasbourg. Effectivement, on est en terre concordataire. Ce concordat qui, rappelons-le, est un concordat napoléonien, qui a été maintenu lorsque l'Alsace et la Moselle sont devenues allemandes, intégrées au Reichsland, et en 1918, les Alsaciens et les Mosellans ont tenu à conserver ce statut concordataire. Et en 2014, donc... Rappelons que le statut concordataire autorise l'État à financer les cultes. L'État reconnaît les cultes présents, il reconnaît les cultes chrétiens, donc le catholicisme et le protestantisme, très implantés en Alsace, et le judaïsme qui a des racines très anciennes, mais évidemment
1918, quand l'Alsace-Moselle redevient française, il n'est pas encore question des musulmans. Donc le problème se pose ensuite. Et en 2014, donc, l'Université de Strasbourg a réfléchi à la mise en place d'un dispositif de formation des cadres religieux, mais pas uniquement des imams. Et je veux vraiment insister dessus. Le diplôme, parce que je suis directeur d'un diplôme, et c'est pour cette raison sans doute que vous m'avez invité, le diplôme d'université connaissance de la laïcité, que nous avons mis en place le 21 novembre dernier, 21 novembre 2015, est un diplôme qui s'adresse à tous les responsables religieux, quelle que soit leur religion, musulmans, juifs, chrétiens, hindouistes, bouddhistes, et puis à des personnes qui viennent d'autres milieux, parce que c'est là que se posent aussi des problèmes de laïcité très importants. Alors, quel est l'état de la situation actuelle en France concernant précisément ces projets de former des imams en France, des imams français ? Comme il a été dit très justement, il y a la formation des imams qui elle ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. Des idées étaient déjà très bien avancées. L'instrumentalisation des formations des imams, par exemple, il y en a d'autres. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que la demande est plus grande que l'offre, premièrement, et deuxièmement, la qualité de l'offre. Ce sont deux problèmes sur lesquels on va revenir, j'espère, parce que c'est très important. Et cette question aussi de l'université, rappelons que la Sorbonne, par exemple, il y a la section de sciences religieuses, elle date d'il y a longtemps. Ça date d'il y a plusieurs siècles. Moi, étant diplômé de l'EPHE, l'école pratique des hautes études, il y a le laboratoire du monothéisme, il y a déjà, on est déjà familier. Et au-delà de ça, évidemment, la laïcité, comme vous venez de le citer, elle n'interdit pas le culte, elle n'interdit pas la formation, elle est l'expression de la neutralité, donc de la liberté de pratiquer son culte sans aucune entrave. Pour la formation théologique, il y a une espèce de pauvreté aujourd'hui, disons-le comme ça, puisque ceux qui forment doivent être formés. C'est vraiment la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et malheureusement, en France aujourd'hui, l'état des lieux, surtout dans les institutions privées ou un certain nombre de mosquées, il y a une gestion par le bas. C'est-à-dire il y a des associations qui vont monter un lieu qui va être après désigné comme mosquée, où il va y avoir des formations par des personnes qui eux-mêmes représentent une idéologie et non pas une théologie. Vous voulez dire par là qu'il y a un déficit il y a un grand de déficit. personnel compétent pour former théologiquement les futurs imams. Il y a ce grand déficit, d'où quelques accords par exemple de la France avec le Maroc, et ça permettra justement de combler ce déficit. Et j'espère qu'il y aura d'autres instituts et pays qui partagent avec nous cet islam du juste milieu, cet islam authentique, notamment Zaytouna et l'Azhar, qui vont aussi proposer peut-être, ou que la France leur proposera quelque chose. Mais en tout cas, sur la qualité de la formation, à la fois théologique et profane, il y a beaucoup à dire, en commençant déjà par ce qui a été dit, donc le fait d'adopter une uniformité, puisque majoritairement l'islam de France est malikite, et cette école-là, ou les 4 écoles en général, permettent justement de nous épargner le fléau de l'intégrisme, du radicalisme, puisque c'est une école versée vers le contexte et vers ce qu'on appelle la maslaha, l'intérêt, le contexte, qu'on peut appeler fiqh al-waqi', qui permet justement à ce jurisconsulte, à ce savant, aussi de prendre en considération son contexte et justement d'être dans cette réponse à une actualité qui est tout à fait nouvelle. Cet islam de France, cette citoyenneté européenne musulmane, en tout cas pour l'Europe occidentale, elle est tout à fait nouvelle. C'est ce qu'on appelle en jurisprudence nawazil, c'est-à-dire un fait tout à fait nouveau qui demande une solution tout à fait nouvelle, innovante, sage et intelligente. Quel est le profil de vos étudiants ? Est-ce qu'on peut faire une typologie des étudiants notamment qui viennent solliciter vos enseignements, qui sont je dirais, de culture musulmane ? Quel est leur profil ? Alors pour les étudiants de culture musulmane, la totalité sont donc imams. Alors, donc la formation se met en place. Nous ne savions pas du tout quel type d'imam allait venir s'inscrire, en sachant que la formation est très peu coûteuse. Elle coûte 184 € pour l'année, pour 120 heures d'enseignement, c'est-à-dire le tarif initial, c'est ce que paye tout étudiant qui s'inscrit en première année, deuxième et troisième année
à l'université. Donc il n'y a pas de barrière financière, normalement, pour cette inscription. Alors, les imams inscrits à Paris 1 viennent tous d'Algérie. Leur dossier nous a été transmis par la Grande Mosquée, que nous remercions d'avoir entendu notre proposition, mais nous aurions pu avoir évidemment des imams, en particulier des imams s'inscrivant individuellement, estimant que justement leur formation à la laïcité n'est pas suffisante. Pour donc continuer à dérouler cette histoire de la formation des imams, le président du Conseil français de culte musulman en dit un peu plus sur les projets